J'étais sous la douche, en train d'essayer de détacher le sang séché de mes cheveux, après que son fils m'a accidentellement frappé avec le manche du balai pour la dernière part de pizza. Ma femme s'est penchée et m'a murmuré d'une voix calme, « La prochaine fois, ne sursaute pas, peut-être qu'il visera ta gorge. » J'étais furieux, mais je n'ai rien dit. Ce matin, mon téléphone était rempli d'appels manqués. Il me suppliait de répondre. Je tremble littéralement en écrivant tout ça sur mon téléphone, assis dans un dinquin choisi au hasard, pendant que ma famille fait exploser ma messagerie. Je suis marié à Fiona depuis 3 ans. Elle a un fils, Jackson, 16 ans, issu de son précédent mariage avec un homme nommé Arthur. La première année s'est plutôt bien passée. Jackson était réservé, mais globalement respectueux. On jouait parfois ensemble le week-end. Rien d'extraordinaire, mais assez pour donner l'impression qu'on construisait quelque chose. J'ai vraiment fait des efforts, sincèrement. J'ai tout donné pour ce gamin. Il y a environ 8 mois, tout a changé. D'abord de petites choses, il oubliait les corvées que je lui demandais, laissait traîner ses affaires dans le salon, me répondait, des trucs d'ado, quoi. Mais ensuite, c'est devenu plus grave. Il attendait que sa mère ne soit pas là pour m'appeler et père de location ou me demander quand j'allais partir, comme les autres. Je n'invente rien. Fiona trouvait toujours des excuses, il s'adapte, c'est une phase, il est sensible à la figure paternelle, blablabla. J'ai essayé d'en parler avec elle, mais elle se mettait systématiquement sur la défensive. Et, au final, c'était moi qui m'excusais. C'était un véritable festival de signaux d'alerte, mais j'étais trop impliqué pour voir clair. Il y a 3 jours, je suis rentré tard, après 12 heures de travail. J'étais épuisé. Je n'avais rien mangé depuis midi. Il restait une part de pizza dans le frigo, du dîner. Une seule. Je l'ai réchauffée et je me suis assis pour la manger. Jackson est arrivé en trombe, exigeant ma part. Moi, calmement, je viens de bosser 12 heures et je n'ai rien mangé. Il y a des céréales ou de quoi faire un sandwich. Lui, c'est maman qui a acheté cette pizza, pas toi. Moi, en essayant de rester calme, en fait, c'est moi qui l'ai payé hier avec l'argent des courses. Lui, peu importe, loser. Je l'ai ignoré et j'ai pris une bouchée. Et là, soudain, un coup violent à l'arrière de ma tête. Ce petit con m'a frappé avec le manche en bois du balai. Fort. Je suis tombé en avant, la pizza a volé, et j'ai senti le sang couler le long de mon cou. Je me suis retourné, choqué. Jackson se tenait là, un demi-sourire aux lèvres, comme s'il essayait de ne pas éclater de rire. Lui, oh merde, désolé mec, le balai a glissé. Le balai a glissé? Alors qu'il nettoyait le plafond derrière moi, c'est ça? Fiona est arrivée et m'a vu saigner. A-t-elle vérifié si j'allais bien? Non. Ses premiers mots ont été, Jackson, qu'est-ce qu'il t'a fait? Laissez ça vous pénétrer une seconde. Je saigne de la tête, et sa première inquiétude, c'est ce que j'aurais pu faire à son précieux Jackson. J'étais tellement stupéfait que je n'ai même pas su quoi dire. Jackson a joué les innocents, affirmant qu'il nettoyait et que le balai avait glissé par accident. Fiona l'a cru instantanément, sans poser la moindre question. Elle a attrapé quelques serviettes en papier, me les a jetées à la figure comme si j'étais un fardeau, et m'a dit de nettoyer avant de tacher le sol. Je suis allé dans la salle de bain, en état de choc. Ma tête me lançait. J'avais une entaille d'environ 8 cm qui saignait abondamment. J'aurais probablement eu besoin de points de suture, mais tant pis. J'ai nettoyé le sang du mieux que j'ai pu et je suis allé me coucher sans dire un mot. Fiona n'est même pas venue voir si j'allais bien. Le lendemain matin, Jackson souriait en coin au petit déjeuner. Fiona agissait comme si de rien n'était. Je suis allé au travail malgré le vertige. Je n'avais pas vraiment le choix. Le soir venu, je suis retourné sous la douche, pour essayer d'enlever le sang séché de mes cheveux. Ce truc colle comme de la glu. J'étais là, les yeux fermés, l'eau chaude ruisselant sur ma tête, quand j'ai senti une présence dans la salle de bain. J'ai ouvert les yeux. Fiona était là, me regardant à travers la vitre de la douche, avec une expression étrange. Puis elle s'est penchée vers le verre et m'a dit, les mots qui ont tout changé, la prochaine fois, ne sursaute pas. Peut-être qu'il visera ta gorge. Sa voix était incroyablement calme, comme si elle annonçait la météo. Puis elle a souri, a pris sa crème pour le visage et est sortie de la pièce. Comme si elle ne venait pas de suggérer que son fils devrait essayer de me tuer la prochaine fois. Je suis resté là, immobile, sous l'eau, jusqu'à ce qu'elle devienne glacée. Mon esprit tournait à 1000 à l'heure. Est-ce que j'avais mal entendu? Était-ce une mauvaise blague?
Mais ce regard dans ses yeux, il n'y avait rien d'amusant là-dedans. Après la douche, j'ai consulté mon téléphone et vu une notification. Fiona avait envoyé un message à Jackson, mais l'avait accidentellement publié dans notre groupe familial. Elle l'a vite supprimé, mais j'avais déjà vu l'aperçu, il est trop faible lol. Il saigne comme un emoji au poing. Et c'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas une rage. Non, c'était comme si tout devenait subitement limpide. Ce n'était pas une famille. C'était juste moi, finançant deux personnes qui me méprisaient activement. J'ai fait semblant que tout était normal ce soir-là. Mais pendant qu'ils regardaient leurs émissions, j'ai fouillé dans le téléphone de Fiona. Oui, je connais son mot de passe. Elle utilise toujours le même pour tout. L'anniversaire de Jackson. Ce que j'ai découvert m'a littéralement donné la nausée. Des centaines de messages entre elle et Jackson, se moquant de moi, elle l'encourageant à tester mes limites, le félicitant après chaque fois qu'il me manquait de respect. Mais ce n'est pas le pire. J'ai découvert qu'elle vidait notre compte joint depuis des mois pour envoyer de l'argent à Arthur, son ex, qui apparemment n'est pas le bon à rien qu'elle prétendait. Ils sont toujours en contact et elle joue double jeu. J'ai trouvé des messages envoyés à ses amis, où elle me traite de solution temporaire, de portefeuille ambulant, en attendant de régler les choses avec Arthur. 3 ans de ma vie, et je ne suis qu'une solution temporaire. Puis il y avait les photos. Des dizaines de clichés de mes affaires personnelles, accompagnés de messages disant combien elle pourrait en tirer en les revendant. Ma collection de balles de baseball signées, la montre de mon père, des choses irremplaçables. J'ai reposé son téléphone exactement comme je l'avais trouvé et je suis allé me coucher. Je suis resté là pendant des heures, allongé à côté d'elle pendant qu'elle dormait, à planifier, comme si de rien n'était. Hier, j'ai prétexté être malade pour ne pas aller au travail, et j'ai passé la journée à rassembler des preuves, relevés bancaires, capture d'écran, tout m'a été envoyé à moi-même, puis j'ai supprimé les traces. J'ai pris des photos de la blessure sur ma tête. J'ai même lancé un mémo vocal sur mon téléphone pendant le dîner. Et j'ai enregistré Jackson disant, à 3 reprises, que les accidents arrivent tout le temps, en me regardant droit dans les yeux. Je ne les ai pas encore confrontés. Je joue la carte de la patience. Ils pensent que je suis faible. Ils croient que je vais avaler ça indéfiniment. Ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Ce matin, je suis parti avant qu'ils ne se réveillent. J'ai conduit pendant des heures, à réfléchir, à planifier. Je me suis arrêté chez un pote pour lui emprunter un peu de cash. Puis, j'ai fait quelque chose qui les a visiblement terrifiés, j'ai éteint mon téléphone pendant 6 heures. Juste éteint. Et j'ai savouré le silence. Quand je l'ai rallumé, ici même, au Dunkin', j'avais 37 appels manqués, 37 messages disant t'es où, il faut qu'on parle, et enfin revient à la maison, on est inquiet. Inquiet maintenant. Ils sont inquiets. Après elle accident et son commentaire sur ma gorge. Je n'ai pas encore répondu. Ils ne méritent pas de savoir ce que je pense. Mais croyez-moi, les gars, l'histoire ne fait que commencer. Je n'ai jamais été un mec rancunier, mais là, je fais une exception. Je vous tiendrai au courant dès que ça bouge. Pour l'instant, je dois réfléchir à ma prochaine étape, pendant que ces abrutis font exploser mon téléphone en pensant que je vais revenir en rampant. Restez connectés, ce n'est pas fini. Loin de là. Mise à jour 1. Salut les gars. Déjà, putain, je ne m'attendais pas à un tel raz-de-marée après mon dernier post. Des milliers de commentaires. Merci à tous pour votre soutien. Ça fait maintenant 2 semaines que j'ai découvert que ma femme et son fils me manipulaient comme un pantin. 2 des semaines les plus longues de ma vie. Mais j'avais promis une mise à jour dès que quelque chose se passerait. Alors voilà. Après avoir rallumé mon téléphone ce jour-là chez Dunkin', j'ai eu une décision à prendre. Option 1, les confronter immédiatement et voir Fiona me sortir un ramassis de conneries. Option 2, jouer sur le long terme. J'ai choisi la deuxième. Et, les gars, c'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Je suis rentré ce soir-là en faisant comme si de rien n'était. Fiona était furieuse parce que je n'étais pas joignable. Elle a commencé à jouer la carte de la culpabilité, disant à quel point ils étaient inquiets, que Jackson avait cru qu'il m'était arrivé quelque chose. Blablabla. Bla bla. Pendant ce temps, le gamin était là, en train de sourire en coin derrière elle. Je me suis contenté de hocher la tête et de dire que mon téléphone était tombé en rade et que j'aidais un pote à déménager des meubles. Elle ne m'a pas cru, mais peu importe. Cette nuit-là, pendant qu'il dormait, j'ai lancé ce que j'ai appelé l'opération foutre le camp. Première priorité, l'argent. Le lendemain matin, je suis allé dans une banque totalement différente et j'ai ouvert un nouveau compte.
J'ai changé mes informations de dépôt direct au travail. J'ai dit à mon superviseur qu'il fallait que ce soit fait au plus vite. Il n'a pas posé de questions. Merci Mike, t'es un vrai. Ensuite, j'ai décortiqué nos finances ligne par ligne. Ce que j'ai découvert était bien pire que ce que j'imaginais. Non seulement Fiona envoyait de l'argent à Arthur, mais elle avait aussi ouvert 3 cartes de crédit à mon nom, sans que je le sache. 3. Sans plaisanter. Elle était prudente, les relevés allaient à son adresse mail, les paiements minimums étaient faits à temps, donc je ne recevais jamais d'appel de recouvrement. Mais elle avait accumulé plus de 8 000 $ de dettes en achetant des conneries pour elle et Jackson, des fringues de marque, des jeux vidéo, un week-end que je n'ai jamais connu. Mon score de crédit était en chute libre, et je n'en avais aucune idée. J'ai pris des captures d'écran de tout. J'ai téléchargé les relevés, noté les dates, heures, montants. J'ai commencé à rédiger un document recensant chaque centime disparu de notre compte commun. Et puis, j'ai fait quelque chose qui a tout changé. J'ai retrouvé Arthur sur les réseaux sociaux. Au départ, je ne comptais pas le contacter, je voulais juste voir à quoi il ressemblait. Mais son profil montrait des photos de lui, en train d'entraîner l'ancienne équipe de baseball de Jackson, des publications où il disait à quel point son fils lui manquait. Rien à voir avec le portrait de loser que Fiona en faisait. J'ai tenté ma chance et je lui ai envoyé un message. J'ai juste dit que je devais lui parler de Fiona et Jackson. Il m'a répondu en 2 minutes. Il s'avère qu'Arthur se bat depuis des années pour avoir plus de temps avec Jackson. Fiona disait au tribunal qu'il ne payait pas de pension alimentaire. Il en paye, j'ai vu les preuves. Elle prétendait aussi qu'il était verbalement abusif. Il ne l'est pas. Et pendant ce temps, elle racontait à Jackson que son père ne voulait pas le voir, le montant contre lui, manipulant son propre fils contre son père biologique. Arthur m'a envoyé des captures d'écran remontant à 3 ans, montrant qu'il essayait d'organiser des visites que Fiona bloquait systématiquement. Des messages d'anniversaire à Jackson que Fiona ne lui avait jamais transmis. Des documents de tribunal prouvant qu'il n'a jamais manqué un seul paiement de pension alimentaire. J'étais sous le choc, les gars. Cette femme est une sorte de génie du mal, manipulant tout le monde les uns contre les autres. Mais attendez, ce n'est pas fini. En fouillant dans notre bureau à la maison, j'ai trouvé l'ancien ordinateur portable de Fiona. Protégé par un mot de passe, mais elle utilise toujours le même pour tout. L'anniversaire de Jackson, souvenez-vous. Jackpot. Un dossier caché rempli de photos d'elle et d'Arthur, datant de 6 mois plus tôt, alors que nous étions encore mariés. Et ce n'était pas juste des photos amicales, si vous voyez ce que je veux dire. À ce moment-là, j'avais des preuves de fraude financière, de cartes de crédit ouvertes à mon nom, de vol sur notre compte commun, d'infidélité, de mensonges au tribunal concernant son ex, et même d'encouragement à la violence physique contre moi par son fils. Mais je n'étais pas encore prêt à passer à l'action. Il me fallait plus. J'ai acheté un petit enregistreur vocal à déclenchement automatique, 40 € en ligne, livré le lendemain. Je l'ai caché sous la table basse, là où Fiona et Jackson traînent souvent quand je ne suis pas là. Je l'ai laissé enregistrer pendant 3 jours. Quand j'ai écouté les enregistrements, les gars, j'ai failli vomir. La façon dont ils parlaient de moi quand je n'étais pas là. Fiona m'appelait son distributeur automatique ambulant. Jackson riait en racontant comment il m'avait frappé avec le balai. Fiona disait qu'elle essayait de convaincre Arthur de la reprendre, pour pouvoir larguer le loser. Ils ont même parlé de la manière dont il pourrait me convaincre de mettre la maison à nos 2 noms, pour qu'elle récupère la moitié quand elle partirait. Elle planifie ça depuis des mois. L'enregistreur a capté Fiona au téléphone avec quelqu'un, probablement sa copine Wanda, disant que l'investissement, c'est-à-dire moi, ne rapportait pas autant qu'elle l'espérait, parce que j'étais trop prudent avec l'argent. Que je n'étais pas aussi riche qu'elle le pensait au moment du mariage. Désolé Fiona, je n'ai pas de putain de trust fund. Certains d'entre nous bossent pour gagner leur vie. J'étais bouillant de rage, mais à la maison, je continuais de jouer le rôle du mari normal. Je faisais le dîner, je regardais la télé avec elle, je dormais à côté d'une femme qui complotait littéralement pour me prendre tout ce que j'ai. Puis j'ai eu une avancée. J'ai découvert que Fiona avait une sœur, Irene, qui vit à environ 1 heure de route. Elles ne se parlent plus depuis des années. Fiona disait toujours qu'Irene était jalouse et instable. J'ai contacté Irene via les réseaux sociaux. On s'est rencontrés pour prendre un café la semaine dernière. Et devinez quoi? Irene n'est ni jalouse ni instable. Elle a coupé les ponts avec Fiona après l'avoir surprise en train de voler leur mère mourante. D'après Irene, c'est le schéma classique de Fiona, trouver un mec bien, le saigner à blanc, puis passer au suivant. Irene avait aussi ses preuves.
Des photos de bijoux volés dans la maison de leur mère. Des captures d'écran où Fiona se vantait auprès de ses amis de sa méthode pour trouver des fournisseurs. Elle m'a même averti que Fiona avait probablement un plan de sortie, impliquant de me faire passer pour un homme violent, afin de susciter la pitié et soutirer de l'argent à sa prochaine victime. Pendant tout ce temps où je réunissais des preuves, je continuais à jouer le jeu à la maison. 2 semaines les plus longues de ma vie. Faire semblant que tout allait bien, tout en vivant avec des gens qui me détestaient profondément. Dîner avec eux, voir Jackson sourire à chaque fois que Fiona glissait une remarque méprisante. Puis, mercredi dernier, mon opportunité s'est présentée. Fiona a mentionné qu'elle pensait emmener Jackson voir sa cousine ce week-end, à 3 heures de route. Est-ce que ça m'irait de rester seul à la maison? Est-ce que ça m'irait? Les gars, j'ai dû lutter pour ne pas sourire. J'ai fait semblant d'hésiter, j'ai dit que j'allais m'ennuyer d'eux, quelle blague, j'ai même proposé de les accompagner. Elle a inventé une excuse, disant que la maison de sa cousine était trop petite. J'ai finalement cédé et dit qu'ils devraient y aller et s'amuser. Dès qu'ils sont partis vendredi après-midi, j'ai lancé mon plan. D'abord, j'ai retiré ma moitié de ce qui restait sur notre compte commun. Juste ma moitié. Tout est documenté. Je ne suis pas un voleur comme elle. Ensuite, j'ai appelé mes potes, Dave et Marcus. Ils sont venus avec un camion et on a passé 8 heures à déménager toutes mes affaires. Les meubles que j'avais apportés dans le mariage, les appareils électroniques que j'avais payés, mes vêtements, mes outils, tout ce qui m'appartenait. On a tout emmené dans un petit appartement que j'avais loué en secret la semaine précédente. Pas luxueux, mais c'est à moi. Et elle ne sait pas où c'est. J'ai laissé toutes ses affaires intactes. J'ai même laissé le setup de jeux vidéo de Jackson et toutes ses affaires. Je ne suis pas sans cœur. Ce gamin a été manipulé par sa mère toute sa vie. Avant de partir, j'ai posé 3 choses sur la table de la cuisine. Un dossier avec des copies opales les originaux de toutes les preuves, relevés bancaires, relevés de cartes de crédit à mon nom mais avec des achats que je n'ai jamais faits, capture d'écran de ses messages parlant de moi, transcription des enregistrements où il se moque de moi, impression de ses conversations avec Arthur au cours de l'année passée, y compris les photos d'il y a 6 mois. Un mot disant « je sais tout ». Trouve-toi un avocat. Puis j'ai laissé ma clé par-dessus et je suis parti. Il ne devait pas revenir avant dimanche soir. J'ai passé tout le samedi et le dimanche à m'installer dans mon nouvel appartement, à annuler les comptes conjoints, à déposer des alertes de fraude sur les cartes de crédit que je n'ai jamais ouvertes. Dimanche. À 19h43, mon téléphone a explosé. 28 appels manqués en 30 minutes. Des messages vocaux de Fiona, criant, puis pleurant, puis menaçant, puis suppliant. Des textos de Jackson, m'insultant de tous les noms possibles, puis changeant soudain de ton quand il a compris que j'avais des enregistrements de lui avouant que le coup de balai n'était pas un accident. Encore des messages de Fiona, oscillant entre menaces et supplications, disant qu'on pouvait arranger les choses, qu'elle ne pensait pas vraiment ce qu'elle avait dit, que j'avais tout mal interprété. Quand ils sont rentrés dimanche soir, la maison était complètement vide, à l'exception de leurs affaires et de cette seule enveloppe. Aucun mot indiquant où j'étais parti, aucune explication à part les preuves que j'avais laissées. C'est là que mon téléphone a recommencé à exploser. Cela fait maintenant 2 jours. Je n'ai répondu à aucun message. Mon avocat, que j'ai engagé la semaine dernière, m'a dit de ne plus rien répondre. Tout passe par lui désormais. La dernière tactique de Fiona? Faire en sorte que ses amis me contactent pour me dire que je détruis une famille, que Jackson est anéanti. Le même Jackson qui m'a frappé avec un balai et en a ri. Ce matin, je me suis réveillé dans mon nouvel appartement. C'est calme. Paisible. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas l'impression de marcher sur des œufs. Ce n'est pas encore fini. La 3e partie arrive, quand les vraies conséquences tomberont. Parce qu'en ce moment, Fiona croit que tout cela, c'est juste une séparation. Elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Merci d'être restés avec moi, les gars. La tempête est sur le point de frapper. Dernière mise à jour. Salut à tous. Cela fait 1 mois depuis ma dernière mise à jour, et putain, quel mois. J'ai littéralement dû couper les notifications de mon téléphone, parce que tout a explosé bien plus que je ne l'aurais imaginé. Merci pour tout le soutien. Lire vos commentaires m'a empêché de douter de moi-même pendant les nuits les plus dures. Alors, par où commencer? Le matin après avoir déménagé, je me suis réveillé dans un silence étrange dans mon nouvel appartement. Pendant une seconde, j'ai oublié où j'étais. Ce moment de panique quand on se réveille ailleurs. Puis j'ai réalisé. Pas de Jackson qui tape du pied,
pas de Fiona soupirant dramatiquement parce que j'utilise trop d'eau chaude. Juste du silence. Je me suis fait un café avec une cafetière bon marché que j'avais achetée au supermarché, parce que j'avais oublié la mienne pendant le déménagement. Je me suis assis sur un matelas gonflable, parce que je n'avais pas encore monté mon lit. En sirotant mon café, j'ai regardé le soleil se lever à travers des stores mal fermés. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai senti un poids quitter ma poitrine. Un poids que je ne savais même pas que je portais. Puis j'ai vérifié mon ancien téléphone. Plus de 80 appels manqués pendant la nuit. 80. Je n'exagère pas. Les messages ont commencé de manière hostile. Fiona m'insultait, me menaçait d'appeler la police pour vol. Puis ils ont viré à la confusion, quand elle a lu attentivement les preuves que j'avais laissées. Et au matin, c'était devenu de la panique. Mais je n'ai pas répondu. Pas encore. À la place, j'ai exécuté la suite de mon plan. D'abord, j'ai envoyé par mail à Arthur toute la documentation complète. Preuve que Fiona avait menti aux tribunaux, qu'elle manipulait Jackson contre lui, qu'elle utilisait l'argent de la pension alimentaire pour financer son propre style de vie, tout en disant à tout le monde qu'il ne payait jamais. J'ai inclus les photos de deux, prises 6 mois plus tôt, que j'avais trouvées sur son ordinateur portable. Ensuite, j'ai envoyé un courriel soigneusement rédigé au patron de Fiona. Rien de dramatique ou d'accusatoire. Juste une question polie demandant si les notes de frais qu'elle soumettait pour des réunions clients fictives faisaient partie des pratiques de l'entreprise. J'y ai joint des captures d'écran de ses messages, où elle admettait encaisser les remboursements. Apparemment, sa boîte prend les irrégularités financières très au sérieux. Puis est venu le coup nucléaire familial. Pendant ces 2 semaines, j'avais tranquillement repris contact avec les proches de Fiona sur les réseaux sociaux. Ses parents, ses frères et sœurs, y compris Irene, ses tantes, cousins, toutes les personnes à qui elle mentait à mon sujet, à propos d'Arthur et de tout le reste depuis des années. J'ai créé une conversation privée de groupe et je les ai tous ajoutés. J'ai envoyé un simple message expliquant que j'avais quitté Fiona après avoir découvert des fraudes financières et une infidélité. J'ai dit que j'étais désolé que ça finisse ainsi, et je les ai remerciés de m'avoir accueilli dans leur famille. Puis j'ai ajouté une seule pièce jointe, un document avec des dates, des heures, des captures d'écran, prouvant chaque mot. Les gars, laissez-moi vous dire un truc, dans une famille, les potins voyagent vite. Dès le 3e jour, la mère de Fiona l'avait appelé pour exiger des explications. Son père était furieux à propos des fraudes sur les cartes de crédit. Sa tante, qui lui avait apparemment prêté de l'argent à cause de mensonges sur moi, menaçait de porter plainte. Pendant ce temps, mon avocat a déposé les papiers du divorce et de la séparation financière. Il a aussi signalé les cartes de crédit ouvertes frauduleusement à mon nom, et il a déposé un rapport de police pour l'agression au balai. Pas forcément pour poursuivre Jackson, mais pour que tout soit officiellement consigné. Le 5e jour, l'avocat d'Arthur a contacté Fiona pour revoir les modalités de garde, à la lumière des nouvelles preuves. Apparemment, mentir à un juge de tribunal familial au sujet de l'autre parent, ce n'est pas très bien vu. Qui l'aurait cru? Le 7e jour, Fiona a été suspendue de son travail, en attendant une enquête interne pour irrégularité financière. Et au 10e jour, j'ai enfin répondu à l'un de ses appels. Elle pleurait si fort que j'avais du mal à la comprendre. Elle me suppliait d'arrêter les attaques venant de toutes parts, disait que j'avais ruiné sa vie, qu'elle était sur le point de tout perdre, son travail, la garde, le soutien de sa famille, la maison qu'elle ne pouvait pas payer sans mon revenu. Je l'ai laissé parler jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans jubiler. Je l'ai simplement écoutée. Quand elle s'est enfin tue, je n'ai dit qu'une seule chose, tout ce qui t'arrive est la conséquence directe de tes propres choix. Puis j'ai raccroché. Dur? Peut-être. Mais après 3 ans de manipulation et un coup de balai sur la tête, elle n'a droit à aucune compassion de ma part. Les 2 semaines suivantes ont été un tourbillon de rendez-vous avec mon avocat, de paperasse et de blocage de nouveaux numéros, parce que Fiona essayait de me joindre depuis les téléphones de ses amis après que j'ai bloqué le sien. Puis quelque chose d'inattendu est arrivé. J'ai reçu une demande de message sur Discord d'un compte que je ne reconnaissais pas. C'était Jackson. J'ai failli la supprimer sans lire, presque, mais la curiosité a pris le dessus. Son message n'était pas ce que j'attendais, pas d'insultes, pas de menaces, juste je ne savais pas pour les cartes de crédit ou pour les trucs avec mon père, est-ce qu'on peut parler? Contre ma meilleure intuition, j'ai accepté de le rencontrer dans un café près de mon nouvel appartement. Endroit public, en journée, 0 risque de piège. Quand je suis arrivé, le gamin avait l'air différent. Plus petit, en quelque sorte. Les épaules affaissées, des cernes sous les yeux. Il dormait sur le canapé d'un ami depuis que l'électricité avait été coupée à la maison.
Fiona n'avait pas payé les factures depuis 2 mois, utilisant l'argent pour on ne sait quoi. On est resté en silence, très gêné, pendant une bonne minute avant qu'il ne parle. Il m'a dit que sa mère lui avait menti au sujet d'Arthur pendant des années, que depuis mon départ, Arthur l'avait contacté directement, lui avait montré des preuves de toutes les fois où il avait essayé de le voir, mais que Fiona avait tout bloqué. Le gamin était en état de choc. Tout son monde avait basculé en un mois. Découvrir que sa mère t'a menti sur quasiment tout, toute ta vie, c'est violent, à n'importe quel âge, mais à 16 ans, bordel. Il a reconnu que me frapper avec le balai n'était pas un accident. Il a dit que sa mère l'encourageait depuis des mois à tester mes limites, pour me faire craquer, afin qu'elle puisse me faire passer pour le méchant au moment de partir. Le plus surprenant? Il s'est excusé. Pas un de ces « désolé mais », non, une vraie excuse, sincère. Il a avoué qu'il était en colère depuis si longtemps qu'il dirigeait cette colère où sa mère lui disait de la diriger. Je ne lui ai pas pardonné sur le champ. Ce genre de choses prend du temps, si jamais ça arrive. Mais je lui ai dit que j'étais content qu'il reparle à son père. Il s'avère qu'Arthur a demandé la garde d'urgence. Jackson vit avec lui maintenant, pendant que Fiona essaie de sortir du trou qu'elle a elle-même creusé. Quant à Fiona, le karma n'est pas juste une salope, c'est tout un chenil. Ses parents ont découvert qu'elle avait volé dans le fonds de retraite de sa grand-mère. Ce fut la goutte de trop. Ils l'ont totalement coupée. Sa suspension du travail s'est transformée en licenciement, avec des conséquences juridiques possibles après un audit plus approfondi. La maison est en voie de saisie, parce que, surprise surprise, elle ne payait plus l'hypothèque depuis des mois, se contentant de garder ma part pour elle. Elle fait le buzz sur les réseaux sociaux, essayant de se faire passer pour la victime, mais les preuves que j'ai partagées avec sa famille ont circulé. Plus personne n'avale son histoire. La dernière fois que j'en ai entendu parler, elle vivait chez son amie Wanda et vendait ses sacs de marque en ligne pour pouvoir payer son loyer. Les mêmes sacs qu'elle avait achetés avec les cartes de crédit à mon nom. Ironique. Hier, j'ai été officiellement assigné dans la procédure de divorce. Mais pas par mon avocat. Fiona a trouvé un avocat au rabais prêt à prendre son dossier. La requête est risible, elle demande une pension alimentaire, la moitié de nos biens, et invoque un traumatisme émotionnel. Mon avocat dit que tout ça sera rejeté dès que le juge verra les preuves de fraude. Et moi, où j'en suis maintenant? Toujours dans mon petit appartement. J'ai troqué le matelas gonflable contre un vrai lit. La plupart de mes affaires sont rangées. J'ai commencé une thérapie la semaine dernière, parce que 3 ans de gaslighting, ça bousille sérieusement le cerveau. Les rencontres amoureuses? Non merci, pas encore prêt à me jeter dans ce champ de mine. J'ai besoin de réparer ma tête d'abord. Le plus étrange, c'est à quel point tout semble normal maintenant. Préparer mes repas sans qu'on me critique. Regarder ce que je veux à la télé. Ne plus marcher sur des œufs chez moi. J'ai croisé Jackson et Arthur à l'épicerie la semaine dernière. C'était super gênant, mais courtois. Le gamin retourne à l'école, suit une thérapie. Arthur a l'air d'un mec bien, lui aussi détruit par la même femme qui a failli me briser. Est-ce que cette histoire est terminée? Presque. Le divorce devrait être finalisé dans quelques mois. L'enquête pour fraude sur les cartes de crédit est en cours. Je prends les choses un jour à la fois. Mais les gars, laissez-moi vous dire une chose, je ne pensais pas un jour ressentir ça à nouveau. La paix. Une paix simple, ennuyeuse, magnifique. Pas de femme qui me murmure des menaces pendant que je me lave le sang dans les cheveux. Pas de beau-fils prêt à me blesser accidentellement encore une fois. Plus personne pour faire de moi un distributeur automatique ou un punching ball émotionnel. L'autre jour, je rentrais chez moi après avoir pris à manger, et une chanson que Fiona adorait est passée à la radio. Il y a un mois, ça m'aurait détruit. Mais là, j'ai juste monté le son et j'ai continué à conduire. C'est à ce moment-là que j'ai su que j'allais m'en sortir. Voilà, les gars. La fin du chapitre le plus dingue de ma vie. Merci d'avoir été là pendant tout le trajet. À travers tout ça, vos commentaires m'ont permis de rester sain d'esprit, surtout dans les moments où je doutais de moi. Mention spéciale aux frères qui m'ont envoyé des recettes quand j'ai dit que je survivais aux nouilles instantanées. Ce truc au poulet avec la poudre de ranch, c'était une tuerie, honnêtement. Si je devais tirer une seule leçon de toute cette histoire, ce serait celle-ci, fais confiance à ton instinct. Si quelque chose te semble mauvais, c'est probablement le cas. Documente tout. Et quand quelqu'un te montre qui il est vraiment, crois-le dès la première fois. Cette histoire ne parle pas seulement de trahison, de mensonge ou de justice. Elle parle de résilience. Elle parle de ce moment où l'on cesse de survivre,
et où l'on recommence à vivre. Alors à tous ceux qui m'ont accompagné jusqu'ici, merci. Et à ceux qui traversent quelque chose de similaire, n'oubliez jamais ceci. Vous méritez mieux. Mieux que la peur. Mieux que le doute. Mieux que le silence. Et parfois, le vrai courage, c'est juste de partir, de choisir soi-même. Parce qu'au bout du compte, la liberté ne fait pas de bruit. Elle commence dans un simple soupir, et elle finit par devenir une nouvelle vie.